Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un roman qui gagne à être redécouvert, Le Suicidé de la rue Jacob. Oui, tout à fait. Et son auteur, Henri Jagot. C'est intéressant parce qu'on ne sait pas grand-chose de lui, en fait. C'est ça. Il a vécu entre 1858 et 1933, bon, une période charnière, mais c'est vrai, malgré des livres bien référencés, on trouve très peu d'infos sur sa vie. Un peu un mystère lui aussi. Hmm. Un auteur de son temps, quoi. Fin 19e, début 20e. Exactement. Alors notre idée aujourd'hui, c'est de plonger dans ce roman policier parisien, son ambiance, ses personnages et surtout son héros, qui est assez singulier. Oui, sans tout dévoiler, bien sûr. Juste pour donner envie, pour comprendre l'atmosphère. C'est ça. Alors commençons par le début, le décor. On est rue Jacob, à Paris. Plein cœur de Paris. Et là, un drame. Monsieur Vladimir Dormouet, la cinquantaine, retrouvé mort chez lui. Asphyxié au gaz. La thèse officielle, c'est le suicide. Voilà, le point de départ. Mais dès le début, ça coince un peu, cette version. Ah oui, hein. Pourquoi? Bah, le récit nous dit que la veille, il était super heureux, presque euphorique même. Il préparait un voyage en Suède, en Norvège. Ah oui, d'accord. Donc, pas vraiment le profil du gars qui va se suicider le lendemain. C'est ça. Ce décalage, il crée une tension tout de suite. Et puis, sa vie elle-même, elle est un peu étrange. C'est-à-dire? C'était un célibataire très discret, méticuleux à l'extrême, presque maniaque, on nous le décrit. Sa toilette du matin, c'est tout un rituel. Hmm. Il recevait peu de monde, par contre beaucoup de courriers, souvent de l'étranger, et il partait souvent comme ça, avec sa valise, personne ne savait trop où. Et sa concierge, même Oustremont, elle trouve ça suspect, cette tranquillité, ça l'intrigue. Ah, la concierge, personnage incontournable du Paris de l'époque. Tout à fait. Elle se pique de connaître le monde, nous dit l'auteur. Une source d'infos essentielle, même si c'est mêlé de commérage. C'est elle et aussi la femme de ménage, Mme Ménard, qui nous donne les petits détails du quotidien. Le café au lait le matin, les gâteaux secs. Oui, ces repas pris toujours dehors. Et surtout cette fameuse serviette. Une serviette en cuir qu'il gardait enfermée dans un secrétaire. Et la clé de ce secrétaire, il l'avait toujours sur lui. Il y a cette anecdote, non? Où il oublie la clé? Oui, il sort et hop, quelques minutes après, il revient en catastrophe. Il avait oublié la clé sur le meuble. Ça montre bien l'importance du contenu. Juste un détail. C'est un indice sur le fait qu'il avait des choses précieuses ou secrètes à protéger. Ça colle mal avec l'idée du suicide, ça. Et l'atmosphère de ce Paris-Jagot la rend bien, non? L'éclairage au gaz, par exemple. Ah oui, c'est très bien rendu. Ça ancre l'histoire. Le suicide au gaz, du coup, ça paraît plausible, techniquement. On y est dans ce Paris fin de siècle. On sent presque l'odeur. C'est ça, la belle époque qui commence, peut-être. C'est un style très réaliste, avec une observation sociale pointue. Il décrit pas juste les murs, il décrit les gens, les rapports entre eux. La concierge, la femme de ménage, elles sont pas juste des témoins. Non, pas du tout. Elles incarnent ce regard social, cette surveillance un peu diffuse qu'il y avait dans les immeubles. Leurs dialogues, leurs petites phrases, ça tisse toute la toile de fond. On sent la méfiance, la curiosité. C'est très bien fait. Bon, et c'est là qu'arrive notre héros. Enfin, notre enquêteur. Monsieur Noville. Ah, Noville. Il débarque avec les officiels, le procureur, le juge d'instruction de la terre, mais on sent tout de suite qu'il n'est pas comme eux. Non, il est autre, différent, plus âgé, élégant, la petite Rosette de la Légion d'honneur. Mais c'est son regard qui frappe, vif, pénétrant, et ce sourire un peu énigmatique. Il observe, il écoute, et puis il pose des questions bizarres. Genre, le prix du loyer, ça surprend tout le monde. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On sent qu'il a une approche décalée. Et on apprend après qui il est vraiment. C'est pas juste un amateur éclairé. Non, pas du tout. Il a eu une carrière brillante dans la police, mais très discrète. L'auteur le compare même à des figures comme Corentin ou Foudras, ces policiers de l'ombre de la littérature du 19e. Ça en dit long sur son influence, son statut. Oui, ça suggère une expertise énorme, reconnue en haut lieu, mais exercée de manière un peu officieuse. Il vient d'une famille riche, il est indépendant, maintenant il est conseiller d'État. Donc il n'est plus officiellement policier. Non. Il intervient là à titre personnel, sans doute, parce qu'on connaît son flair exceptionnel pour les affaires compliquées. Et sa philosophie, c'est vraiment la clé, se méfier de l'évidence.
rien ne soit moins évident que l'évidence, c'est ça? Exactement. Pour lui, les petits détails sont cruciaux. Et la psychologie des gens, c'est fondamental. Et on le voit tout de suite à l'œuvre, sa façon d'interroger la femme de ménage, Madame Ménard. Oui, tout en douceur, pas de pression. Il la met en confiance pour qu'elle se souvienne, malgré le choc, le gaz. Il prend des notes dans un petit carnet, il réfléchit à voix haute presque, mais toujours avec ce calme, ce sourire qui contraste avec la situation. C'est pas de l'indifférence, hein, c'est une maîtrise totale. Il reste focus sur les faits, les incohérences. Et ça paye très vite. C'est là qu'il commence à démonter la thèse du suicide. Voilà. Il pointe des détails que les autres n'ont pas vus ou mal interprétés. La porte du vestibule, par exemple. Est-ce qu'elle était fermée à clé comme d'habitude? Monsieur Ménard ne sait plus trop. Premier doute. Mais le truc décisif, c'est la clé de la chambre. Ah oui, la clé de la chambre à coucher. La question de Nouville est simple, logique. Si Dormois s'est enfermé pour mourir, pourquoi la clé n'est pas dans la serrure, côté intérieur? Logique, oui, on s'attendrait à la trouver là. Et le plus fort, c'est qu'il ne fait pas que poser la question. Il devine où elle est. C'est ça qui est incroyable, hein. Il dit au commissaire « Fouillez la poche droite de son veston ». Et bingo, la clé est là. C'est un moment clé du récit. Noville n'a pas seulement vu l'incohérence, il a déjà une hypothèse. Pour lui, retirer la clé pour la mettre dans sa poche avant de mourir, c'est déraisonnable. Surtout pour un homme aussi méticuleux. C'est illogique pour un suicide. Exactement. Et c'est là que sa démonstration devient implacable. Il enchaîne sur le secrétaire. Avant même de l'ouvrir. Oui, grâce à l'autre clé trouvée aussi sur Dormouet. Avant l'ouverture, Nouville annonce « La serviette en cuir a disparu », cette qui contenait les papiers importants. Comment il sait ça? Par pure logique, en reliant tout. Dormois était méticuleux, secret, il protégeait ses documents dans cette serviette, dans ce secrétaire fermé à clé. Il verrouillait tout. Donc s'il se suicide, pourquoi mettre la clé de la chambre dans sa poche? Ça n'a pas de sens. Alors que si c'est un meurtre... Ah bah là, ça devient logique. Ah, Le meurtrier a pu utiliser un passe-partout pour sortir refermer la porte de l'extérieur, et il laisse la clé de Dormois dans sa poche pour faire croire qu'il s'est enfermé lui-même. Et la serviette qui disparaît, c'est le mobile, le vol. Et il balance ça au magistrat comme ça, direct? Oui, sans détour, Monsieur Dormois ne s'est pas suicidé. On l'a suicidé pour le voler. Il suggère même une intoxication avant pour neutraliser Dormois et mettre en scène le gaz. C'est audacieux quand même à ce stade, basé juste sur la logique et les détails. Oui, mais une audace qui se justifie quand on apprend la suite. Noville révèle, discrètement au juge, la vraie profession. Ah, le fameux secret, hein. Ce n'était pas juste un rentier, c'était un agent secret. Un homme du ministère des Affaires étrangères, polyglotte, cultivé, chargé de missions délicates à l'étranger. D'accord, là tout change. La serviette volée, c'était pas des factures. Probablement pas, non. Plutôt des documents d'État, peut-être sensibles, voire explosifs. L'affaire prend une autre dimension. Politique, espionnage. Et ça explique pourquoi on a fait appel à Noville, l'homme des affaires délicates, même s'il est officiellement à la retraite. Exactement. L'auteur nous donne d'ailleurs quelques infos sur lui, sur l'homme. Famille aisée, intelligence brillante, il aurait pu faire autre chose, mais il a choisi la police. Par vocation, presque. Oui, une vocation intellectuelle et morale, on dirait. Il est monté très vite, devenu influent, respecté. Un conseiller écouté, intègre. Il y a cette anecdote où il défend ses hommes contre sa hiérarchie, prêt à démissionner. Ça montre son caractère. Un homme de principe. Tout à fait. Ce n'est pas juste une machine à déduire. Il a une éthique, une vie personnelle aussi. On apprend qu'il est marié tard, qu'il a une fille, Marguerite. Il travaille avec un ancien collègue fidèle, Grosbois. Ça le rend plus humain, plus crédible. Oui, complexe. Sa richesse lui donne l'indépendance, mais c'est son caractère qui explique pourquoi il s'implique comme ça. Parlons un peu du style de Jagot maintenant. Comment on pourrait décrire son écriture? Je dirais fluide, précise, très visuelle. Il s'est planté un décor, une ambiance, en peu de mots. Les descriptions de l'appartement, de Paris, c'est évocateur, mais ça n'alourdit pas le récit. Et les dialogues, comment on les trouve? Ils sont très réussis, je trouve. Ils sonnent juste. Ils révèlent bien les personnages. La concierge sûre d'elle, la femme de ménage plus terre-à-terre, Nouville avec ses sous-entendus. C'est économique et efficace. Pour la tension, c'est pas un thriller haletant au début, on est d'accord. Non, c'est plus subtil. La tension, elle monte avec les doutes semés par Nouville, ces déductions qui cassent la première version. On suit sa pensée, on essaye d'assembler les pièces avec lui. L'auteur joue avec nous en quelque sorte. Oui, il joue avec les apparences. La structure est bien maîtrisée, on découvre les choses petit à petit.
Et l'importance donnée à la psychologie, même des seconds rôles, plus l'ancrage dans ce Paris très réel, ça donne de l'épaisseur à l'ensemble. Donc si on résume ce qu'on a vu pour l'instant, Mort suspecte, homme secret, on a une super ambiance parisienne fin de siècle qui est plus qu'un décor. et surtout, on a cet enquêteur, Monsieur Noville. Oui, lui, c'est vraiment la pièce maîtresse. Son intelligence, sa méthode, c'est ça qui nous accroche. Qu'est-ce qui le rend si original, ce Noville? C'est son approche, très cérébrale, très psychologique. Il ne s'arrête pas aux faits bruts, il les interprète à travers la logique du comportement humain. Ce refus de l'évidence, cette attention aux détails infimes, Il voit des liens que personne d'autre ne voit. c'est ça. C'est l'art de la déduction appliqué à une affaire complexe, qui mélange vie privée et secret d'État. Franchement, dans cette première partie, suivre sa méthode est presque aussi intéressant que savoir qui a fait le coup. On apprend à penser comme nos villes. Ça donne envie de lire la suite, non? Carrément. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion. Cette méthode Noville, cette façon de traquer les détails, de se méfier des apparences, qu'est-ce que ça nous dit, à nous, aujourd'hui? Dans notre monde où tout va vite, où on est noyé sous les infos, les images, est-ce que cet art de regarder vraiment, de questionner ce qui semble évident, de chercher les petites incohérences, est-ce que ce n'est pas plus utile que jamais? Une invitation à aiguiser notre regard critique en somme. Voilà, à ne pas se contenter des évidences.